Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2. Comment choisir ses composants pour monter sa tour PC Gamer. Aujourd'hui, on va s'attaquer au choix du processeur et de la carte mère, car ils sont étroitement liés. Premièrement, ce qu'il faut savoir sur le processeur, c'est plus vous avez un processeur puissant, donc en fréquence, plus vous pouvez traiter d'informations en même temps. Donc ce qu'il faut prendre en compte, c'est la fréquence de votre processeur, le nombre de cœurs et le nombre de threads. Ces trois paramètres-là vont vous permettre de vous guider dans votre choix de processeur. Pour moi, il y a trois catégories d'utilisateurs sur PC. Pour les personnes qui vont faire uniquement du traitement de texte, de la bureautique, tout simplement, je conseille ces personnes-là de partir sur un i3, tout simplement pour juste ouvrir quelques fichiers vidéo, gérer des fichiers PDF, envoyer des mails. Un processeur i3 suffit amplement pour ce type de catégorie. Pour la catégorie numéro 2, ce sont les catégories PC Gamer. Donc pour les PC Gamer, pour ceux qui vont chercher à avoir des fréquences d'image pour par exemple des jeux FPS tels que Call of Duty, je les conseille de partir sur un processeur i5 minimum 8e génération pour pouvoir avoir un jeu fluide et atteindre des FPS assez conséquents. Plus tard, je vous donnerai un exemple dans la vidéo, qu'est-ce que je veux dire par là. Ensuite, la troisième catégorie, c'est pour les personnes qui sont dans le domaine de la création, donc tout ce qui va être rendu 3D, montage vidéo, retouche photo. Je les conseille de partir sur un processeur i7, i9 selon les budgets. Même les PC gamers partir sur un i7 s'ils veulent, car typiquement, je vais vous donner un exemple très concret. Aujourd'hui, sur le site officiel de Cyberpunk, les paramètres recommandés pour un PC, on recommande un processeur i7. Donc on part sur le choix du processeur. Je vais plutôt prendre la partie PC gamer, mais je vais vous expliquer les caractéristiques importantes à sélectionner lors du choix de votre processeur. Comme je l'ai dit au départ, on va faire attention à la fréquence, au thread et au nombre de cœurs. Ensuite, en termes physiques, pour savoir si votre carte mère et processeur sont compatibles, vous avez le socket. Qu'est-ce que ce socket? En fait, ça va être l'embase. Quand je veux dire l'embase, c'est l'empreinte du processeur qui sera sur la carte mère. Donc quand vous posez votre processeur sur la carte mère, c'est ce qui permettra justement d'avoir les connectiques qui tombent en face des trous. Donc tout simplement, c'est le socket. Donc pour chez Intel, on va avoir des sockets tels que 1151, 1150, etc. Et chez AMD, le concurrent, on va avoir AM2, AM3, AM4, etc. Le choix du socket, vous allez pouvoir lire ça dans les caractéristiques. Sur le processeur, vous avez format socket et sur la carte mère, vous pouvez avoir plusieurs formats socket, mais si votre format socket est inscrit et correspond, c'est-à-dire qu'il est compatible parce que vous pouvez avoir plusieurs cartes mères avec plusieurs embases, donc socket, pour être le plus équivalent possible sur les processeurs sur le marché. C'est plus simple. Donc maintenant, on va passer au choix de la carte mère. Sur le choix de la carte mère, moi, ce que je vous conseille premièrement, c'est de choisir le type de format que vous voulez. Donc quand je dis format, c'est tout ce qui va être mini ITX, mini ATX et ATX. Il y en a bien d'autres encore, mais ce sont les principaux formats qui sont vendus dans le grand commerce. Pour ma part, ici, comme vous pouvez le voir sur ce boîtier, nous avons un format ATX. Le boîtier, c'est un boîtier de grande taille. Donc la carte ATX semble petite à l'intérieur. Bien sûr, quand vous avez choisi votre boîtier, il y a plusieurs formats de cartes et généralement les grands boîtiers peuvent accueillir les différents formats de cartes. Sur la carte mère, qu'est-ce que je vous conseille d'avoir? Déjà, avoir les 4 broches barrettes RAM si vous voulez avoir une extension plus tard, passer par exemple de 16 Go à 32 Go, etc. Pour les jeux, tout ce qui va être barrette, je vais vous expliquer dans un autre épisode comment faire son choix. Ensuite, vous avez les ports M2 NVMe, donc c'est tout ce qui va être les ports SSD. Vérifiez que vous pouvez mettre un port M2 SSD sur votre carte mère, ça c'est très important. On en parlera dans un autre épisode aussi, mais quand vous allez faire ce choix de votre carte mère, donc vérifiez le nombre de ports de barrette RAM, vérifiez que vous avez un port M2 pour votre disque dur. Ensuite, vérifiez que vous avez bien sûr un slot pour la carte graphique ou les cartes Wi-Fi. Donc le slot le plus important tout en haut, vérifiez qu'il soit minimum PCI 3 voire PCI 4, donc la 4e génération des ports PCI. Ensuite, on va retrouver sur les côtés le nombre de ports SATA. Donc si vous comptez faire un serveur en RAID avec votre boîtier, donc choisissez une carte mère avec beaucoup de ports SATA. Donc typiquement là sur ce boîtier, on a uniquement 6 ports SATA. On peut trouver des boîtiers avec bien plus de ports SATA. Donc 6 ports, on est limité à 6 disques durs, donc c'est déjà pas mal. Mais si vous voulez en rajouter d'autres, n'hésitez pas à regarder une carte mère un peu plus conséquente. Ensuite, en bas, on va avoir tout ce qui est connecteur. Donc les premiers connecteurs, généralement en bas à droite, qu'on va trouver ici, ça va être tous les connecteurs qui vont être au niveau du boîtier, au niveau de face avant, donc ce qui va être power, reset, tout ce qui va être audio, donc entrée micro casque à l'avant. En bas, on va retrouver des USB 2.0.
Pourquoi 2.0? Généralement, les connectiques USB sont généralement utilisés pour alimenter des systèmes tels que les périphériques, comme les lecteurs de carte SD en avant, ou tout simplement tout ce qui va être, par exemple, je vais prendre la marque de chez Corsair, Commander Pro. Ah oui, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Corsair, donc je prends comme exemple parce que je connais et je préfère parler de quelque chose que je connais. On va retrouver un port PCI pour mettre une carte d'acquisition ou une carte réseau, telle Wi-Fi ou RJ45 si votre carte mère n'a pas de port RJ45. Et ensuite, l'ensemble de la carte électronique, avec tout ce qui est alimentation. Ce qui est important à regarder aussi, c'est le nombre de ports fan, donc fan qui correspond à l'alimentation des ventilateurs. Si vous ne mettez pas une extension avec des RGB et que vous mettez pas mal de ventilateurs, imaginons que vous voulez mettre 6 ventilos. Typiquement, cette carte mère n'accueille pas 6 connecteurs d'alimentation pour des ventilos. Du coup, il faudra prendre une extension qui se branchera bien sûr sur le connecteur 2.0. L'autre point important que je voulais aborder, c'est au niveau de l'arrière. Au niveau de l'arrière, vous avez bien sûr le shield. Donc, qu'est-ce que le shield? C'est le cache qu'on va mettre entre la carte mère et le boîtier pour ne pas toucher directement la carte mère quand on vient brancher quelque chose. Qu'on va retrouver à l'arrière, donc comme je vous le disais, on a le shield et les ports connectiques arrière de la carte mère. Ce que je vous conseille de faire avant un premier achat, c'est que si vous n'avez pas de périphérique, mais que vous avez juste clavier souris et limite une webcam, c'est pas forcément important. Pour ceux qui veulent changer de carte mère et qui ont déjà des périphériques, moi le souci que j'ai rencontré d'un point de vue personnel, c'est que j'ai pas mal de périphériques tels que pour streamer, c'était mon ancienne tour, j'avais un disque dur, des boîtiers externes pour les disques durs pour enregistrer les streams, j'avais les périphériques du clavier, j'avais pas mal de choses, j'avais clavier souris, webcam, etc. Et tous mes ports USB étaient utilisés. Ce que j'ai dû faire, donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai que 2 ports USB 3.0 alors que la plupart de mes périphériques étaient déjà à une version plus évoluée avec une version USB 3.0. Donc j'avais qu'un port USB 3.0. C'est d'abord de se renseigner sur le nombre de périphériques que vous pensez ou que vous utilisez déjà avant de choisir vos cartes mères. Bien sûr, il existe des hubs, mais comme vous le savez, plus vous utilisez une rallonge, plus vous utilisez de hub, plus vous avez des pertes ou des problèmes sur votre signal. Donc ça, des fois, ça n'arrange pas d'ajouter plusieurs hubs. Tout simplement, c'est de vérifier que votre carte mère possède dans un premier temps le nombre de périphériques que vous souhaitez et de ne pas avoir ajouté 10 000 hubs USB derrière et créer de plus en plus de perturbations. Voilà à peu près ce qu'il fallait retenir sur le choix de la carte mère. Donc en conclusion, ce qu'il faut retenir, donc je me rends bien compte les amis que je vulgarise fortement l'ensemble de cette vidéo, mais c'est vraiment pour vous aider en choix technique de choisir vos composants vous-même. Ce qu'il faut retenir de cet épisode, c'est bien sûr la partie processeur, les 3 éléments essentiels qui est la fréquence, le nombre de cœurs et le nombre de threads. Comme je vous disais à la fin, qu'est-ce qui est différent? C'est quoi le petit plus que je vais vous dire par rapport au i5? Pourquoi les gamers je les conseille à i5? Si vous cherchez beaucoup de FPS, beaucoup de fréquences d'image, par exemple sur un jeu tel que Call of Duty, aujourd'hui Skyline, qui vous a présenté son setup il n'y a pas très longtemps, sur son setup a un processeur i5 8600K avec une carte graphique RTX 2070 et uniquement 16 Go de RAM. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, avec ce simple setup, donc avec un processeur à faible coût, donc je dis à faible coût, très abordable comparé au i7, au i9 et au Ryzen 7 et au Ryzen 9, ce processeur-là, en fait, lui permet, avec bien sûr l'ensemble de ses périphériques, d'atteindre une fréquence d'image à 230 IPS. Avec son écran 244 Hz, elle peut atteindre une fréquence de 230 IPS et du coup, juste uniquement avec un i5. Ce que je veux dire par là, c'est que selon le type de performance que vous visez, ça ne sert à rien de forcément de viser automatiquement les plus chers processeurs du marché pour avoir de plus en plus de performance dans le jeu. Et bien sûr, hormis les performances telles que les fréquences, c'est le skill. Donc si avec 230 images par seconde, vous ne faites pas de kill, c'est pas le PC le problème, ok ? Ensuite, le choix de la carte mère qui va définir aussi le format du socket, mais aussi le choix des barrettes et bien sûr tout ce qui va être au niveau des périphériques. Donc c'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à ajouter en commentaire si j'aurais oublié quelque chose. Bien sûr, moi je vulgarise et je simplifie pour ceux qui ne connaissent pas aujourd'hui comment choisir un PC. N'hésitez pas à laisser un commentaire en disant ce qui pourrait manquer pour aider la communauté et de rajouter des questions si vous en avez. J'y répondrai ou la communauté bien présente en ce moment vous répondra. Je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve la prochaine fois. Ah oui, n'oublie pas de t'abonner, mettre la petite cloche et un petit pouce bleu. A plus tout le monde.